Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec nous, dans le podcast de l'aviation, Cédric Renard, directeur général France d'Emirates. Tout d'abord, Cédric Renard, comment avez-vous vécu et vivez-vous cette crise sanitaire ? Écoutez, Emirates, comme toutes les compagnies aériennes, a traversé la crise, une crise qui est exceptionnelle, malheureusement profonde. Je rappellerai juste quelques chiffres. IATA avait annoncé les pertes des compagnies aériennes en 2020, c'était près de 130 milliards de dollars. Si on prend 2021, les pertes seront toujours conséquentes, même si elles baissent fortement, à près de 40 milliards. Donc aujourd'hui, la crise a fait qu'on a dû s'adapter et qu'on a dû malheureusement relancer Emirates au fur et à mesure, comme l'ensemble des compagnies aériennes. Donc on a reconstruit notre réseau de manière séquencée, rationnel. Aujourd'hui, on propose 120 destinations du réseau Emirates en termes de passagers. Le réseau cargo, qui dès le début a été, je dirais, la clé de la reconstruction. Et puis, au fur et à mesure, on s'adapte, évidemment. On fait preuve de résilience. Je crois que c'est le mot qui est un petit peu à la mode, mais c'est la réalité de notre activité aujourd'hui. On suit les évolutions du monde, les contraintes sanitaires, et au fur et à mesure, on redéploie sans jamais créer de surcapacité. Donc, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est faire les choses intelligemment et encore une fois de manière séquencée. Il faut être confiant. On l'a vu plusieurs fois, en fait, le bout du tunnel. J'ai envie de dire chez Emirates. On l'a vu grâce à une chose que peut-être peu de compagnies ont. C'est qu'on a une destination qui est restée ouverte, Dubaï, et qui depuis en fait le 7 juillet l'année dernière est ouverte aux touristes et aux voyageurs d'affaires. Donc on a vu, nous par exemple pour la France, la Toussaint dernière ou encore à Noël, des avions partir pleins. Nos 380 en décembre partaient pleins sur Dubaï, parce que Dubaï attire. Dubaï est une destination économique, c'est la destination de la région, à la fois pour le tourisme et pour le business. Donc on a vu plusieurs fois, je dirais, l'éclaircie. Maintenant, les choses se sont évidemment compliquées entre février, mars, avril, du fait des restrictions sanitaires. Mais la grande date pour nous, c'est le 9 juin dernier, en fait, où en gros les frontières se sont réouvertes. Les Français peuvent de nouveau voyager à l'étranger. Et puis surtout, depuis le 9 juin, on peut également avoir le trafic d'import, puisque les pays du Golfe sont autorisés à venir en France. Voilà. Et c'est une destination qui est évidemment plébiscitée par, je dirais, ces voyageurs-là. Donc on a cet optimisme-là qu'on a toujours gardé, mais en grande humilité. Je crois que c'est la force d'Emirates. Et puis si on se projette plus loin, il y a comme des événements qui sont majeurs, avec l'exposition universelle de Dubaï, qui commence du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, qui est le plus grand événement planétaire organisé post-pandémie, sur lequel évidemment on a beaucoup d'attentes. Et Emirates est partenaire de cet événement et jouera son rôle de connectivité mondiale. Un grand marché pour vous, c'est l'Inde. Et l'Inde, c'est toujours compliqué. L'Inde, c'est toujours très délicat, évidemment. On s'adapte évidemment aux mesures sanitaires. Alors après, il y a deux types de trafic dont on a commencé à parler au début, c'est le cargo et le passage. Question cargo, évidemment, nos vols continuent à opérer et on opère un pont aérien, je dirais, entre les Émirats et l'Inde. Maintenant, question passager, évidemment, c'est plus compliqué. On s'adapte aux restrictions sanitaires. On n'a pas le choix et c'est notre responsabilité, notre engagement. Certaines études disent que le monde de l'après-crise verra baisser le nombre de passagers à haute contribution. Est-ce que ça vous inquiète ? C'est difficile d'avoir une boule de cristal. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que déjà sur la volonté de voyager de manière générale, au sein d'Emirates, on estime qu'elle n'a jamais été aussi forte. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Ça s'exprime plus sur le court courrier, le moyen courrier et sur Dubaï et quelques rares destinations long courrier. Mais les gens ont envie de voyager de manière générale. Ce qu'on observe aussi, c'est que les gens ont sans doute envie de se faire plaisir, peut-être encore plus envie d'immatériel, de moments ensemble, de moments entre amis, de moments en famille, de retrouvailles, et de se faire plaisir dans des conditions peut-être encore plus confortables. Voilà. Donc Emirates a toujours eu un rapport qualité-prix exceptionnel. On a continué à investir avec une nouvelle cabine, après même économie. Et donc ce focus-là, on l'a toujours. La clientèle affaires, ça prendra peut-être plus de temps. On est d'accord, puisque, encore une fois, il y a des entreprises qui sont sous pression financière, qui ne peuvent pas, je dirais, mettre en place les mêmes budgets en termes de voyage. Mais après, je pense qu'il faut faire beaucoup de différenciation entre les secteurs. Il y a des secteurs qui marchent bien, les secteurs qui marchent plus difficilement malheureusement. Des distinctions également entre types de trafic, tout ce qui est marin par exemple a continué à voyager pendant toute la crise, même au plus fort de la crise. Et puis après les PME, PMI, on le voit depuis de nombreux mois, on continue à voyager parce que c'est leur raison d'être. Après, très clairement, j'ai la nouvelle technologie, les conférences calls, toutes ces nouvelles technologies qu'on a découvert ou redécouvert pendant la crise auront un impact sur les comportements, peut-être sur les réunions internes, ce type d'événements-là. Mais après, je pense qu'on en convient tous que se voir, ça a autre chose. Quand on fait une négociation, quand on a un regard, quand on partage une émotion, quand on veut inspirer confiance, c'est pas bien une call qu'on fait ça. Et ça prendra peut-être un petit peu de temps en fonction des budgets évidemment pour revenir, mais on est assez confiant par rapport à ça. Vous êtes l'une des rares compagnies à avoir gardé vos A380. Pourquoi ? Alors c'est un vaste débat. La flotte d'Emirates aujourd'hui, c'est 118 A380 et près de 150 Boeing 777. Le meilleur avion pendant la crise, c'est le 777 parce qu'il est capable d'emporter des capacités, d'emporter en termes de capacité passager un chiffre, je dirais un nombre qui est raisonnable, mais surtout des capacités d'emport en termes de fret
considérable. Donc c'est l'avion qu'il faut avoir aujourd'hui, et Emirates, c'est la compagnie qui en a le plus et qui en opère le plus. Deuxième chose, aujourd'hui, le monde n'est pas réouvert à 100%. Les destinations se réouvrent au fur et à mesure, les pays se réouvrent progressivement, il y a des mesures sanitaires en place. Donc on redéploie notre flotte intelligemment. Donc aujourd'hui, on utilise 30 ou 40 A380 qu'on redéploie progressivement en fonction de la demande. On a la chance en France d'avoir le 380 à Paris. On a 2 quotidiens en 380 et je vous assure que les avions sont remplis d'un, passagers et fret, et puis de deux, je dirais les retours passagers sont exceptionnels. On a réouvert des nouvelles escales également en France, Lyon et Nice, avec grand plaisir, mais c'est vrai que l'émotion du 380, c'est une émotion particulière et cet avion est plébiscité par les voyageurs. Pourtant, sa capacité en fret est extrêmement limitée. C'est vrai que le cargo sur le 380 n'est pas l'avion idéal. Maintenant, c'est un mix. Il faut mixer entre du 777 et du 380. Si vous prenez la France, par exemple, 380 quotidiens au départ de Charles de Gaulle. Et on a au départ de Lyon et de Nice le 777. Donc on mélange les deux, ce qui nous permet d'optimiser au maximum. Après, le 380 est un avion qu'on a su utiliser également pour le cargo, notamment par rapport au transport de vaccins de façon rapide. C'est un avion qu'on a déployé et qui nous a permis aussi d'utiliser cette capacité de cargo. Mais il faut avoir les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'important, c'est de savoir jongler et de réouvrir nos lignes intelligemment, de manière mesurée et progressive, en prenant en compte la demande tant en termes de cargo que de passagers. Est-ce que vous pensez que la crise peut remettre en cause certains modèles économiques, axés notamment sur les politiques de hub ? Évidemment, on s'adapte par rapport à la crise. On regarde comment les choses évoluent. La chance d'Emirates, c'est d'avoir un business de hub, comme vous le mentionniez, avec Dubaï, qui est le premier aéroport international au monde. Il faut quand même le rappeler. Mais c'est surtout aussi, d'abord, la 4e ville la plus visitée au monde. C'est-à-dire que pour une compagnie aérienne qui se veut, je dirais, dans la durée, avec un focus sur les résultats économiques, il faut à la fois du trafic de point à point, du trafic de 6e. La chance d'Emirates, c'est d'avoir en premier lieu un trafic de point à point. Dubaï, c'est la 4e ville la plus visitée au monde. C'est derrière Bangkok, Paris et Londres, mais la 4e, c'est Dubaï. Donc il faut avoir ce point fort, puisqu'évidemment les rentabilités sur des vols directs versus des vols de 6e ne sont pas les mêmes. Donc il faut vraiment avoir ce cœur de business. Et ce qu'Emirates a. Après, Emirates a la chance d'avoir un positionnement qui est stratégique déjà dans le monde, d'avoir inventé la connectivité long courrier, d'être au plus proche des pays émergents, de l'Inde, du Pakistan, etc., d'être au carrefour des échanges internationaux et mondiaux entre la Chine, les États-Unis, entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Donc ce positionnement-là, il est incroyable. Donc c'est un atout dont Emirates se sert. Donc on verra comment les choses se rééquilibrent, mais en tous les cas, le modèle d'Emirates est robuste à plusieurs égards. Voilà. Après, il faut évidemment évoluer, comme toutes les compagnies, au regard de l'évolution du monde. Non, on pense que le trafic est suffisant pour s'exprimer de par le monde, que le business model d'Emirates reste très très fort. Je parlais de Dubaï, mais à 4 heures d'avion de Dubaï, vous avez 30 à 40% de population mondiale. Et c'est des pays qui sont émergents. L'activité sur Dubaï ne s'est jamais arrêtée. L'exposition universelle de demain, c'est l'événement le plus important qui va se produire. Donc on garde cet équilibre-là. Et Emirates a toujours été en avance par rapport à ses concurrents, en avance par rapport au marché, et a su faire les choix stratégiques les plus judicieux. Et sur la problématique environnementale ? Ce qu'on lit d'abord, c'est que c'est une préoccupation qui est légitime et qu'il n'y a aucun débat par rapport à ça. C'est d'autant plus légitime que ça influe sur le comportement de nos clients. Donc ne pas s'en occuper serait une erreur stratégique et une erreur commerciale. Après, ce qu'on rappelle régulièrement, c'est que les avions ont un impact qui reste relativement limité. C'est 2,7-2,8% des émissions de CO2 dans le monde, donc ça reste relativement limité. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce qu'on fait que 2,8 qu'il faut pas faire moins. Et Emirates s'est évidemment engagé par rapport à ça. Le premier nerf de la guerre, évidemment, c'est avoir une flotte qui est jeune. La flotte d'Emirates, c'est une des flottes les plus jeunes en termes de long courrier. Je crois qu'on est à 7,3 années de moyenne d'âge. Et l'investissement continue, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais les commandes de 350, de 787, de 777 sont en cours et nous permettront justement de garder cette moyenne d'âge. Et chaque génération, chaque saut générationnel, c'est 15 à 20% d'émissions de CO2 en moins. Donc c'est ça, déjà, le cœur de l'activité. Après, évidemment, il y a un ensemble de mesures opérationnelles, les couloirs aériens, les procédures d'atterrissage, les procédures de décollage, ce qu'on met à bord de nos avions, les transits, par exemple. Un tiers des bus qu'on utilise à l'aéroport de Dubaï sont des bus qui sont motorisés par des biocarburants. On fait tous ces efforts-là. Après, on est dans une problématique de compensation. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce qu'on aura des carburants biodégradables demain ? Aujourd'hui, l'utilisation de ces biocarburants, c'est infinitésimal, parce qu'il n'y a pas de filière de distribution, parce que les coûts sont prohibitifs, et donc si on les répercutait sur le coût du billet d'avion, on aurait soit une perte de clients massive, en tous les cas un équilibre économique impossible à trouver. Donc il faut que cette nouvelle génération de carburants se mette en place, et Emirates
Emirates est investi dans un groupe de travail qui s'appelle Clean Sky Fortomoro, dans lequel on est fortement impliqué. Et puis après, évidemment, on fait partie des gens qui ont foi dans le progrès humain, qui sont convaincus qu'on sera capable de faire des sauts, je dirais, technologiques. Quand on regarde le parcours qui s'est fait depuis les premiers pilotes d'avions qui nous faisaient tous rêver, maintenant on parle d'avions électriques, d'avions hydrogène. Il y a eu des déclarations récentes de principaux constructeurs aériens, notamment chez Airbus, disant qu'on était à un horizon 15-20 ans. On s'inscrit là-dedans. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on en ait tous conscience, qu'on s'investisse. Je pense que ça passe par des comportements, je dirais, individuels et des comportements collectifs. Je fais le parallèle aussi par rapport à l'exposition universelle de Dubaï. Les thèmes, c'est l'opportunité, mobilité, durabilité. Durabilité, c'est au cœur de Dubaï, au cœur d'Emirates, au cœur du pavillon d'Emirates. Et c'est le thème qui nous sont chers. Cédric Renard, directeur général France d'Emirates, pour le podcast de l'aviation.